Décryptage. Et l'invité de décryptage ce matin, Karl Sivat, Malik Duranty, sociologue, enseignant-chercheur à l'UAG. Bonjour messieurs. Bonjour Malik Duranty. Bonjour. 5 février 2009, 14 mars 2009, un pays à l'arrêt, grève ou soulèvement sociétal, le retour à la solidarité basique des milliers de personnes dans Fort-de-France pour dire stop aux tarifs abusifs, la Martinique qui rougit autour de slogans, un collectif dit du 5 février, le K5F. En tant qu'observateur de cette société martiniquaise, que retenez-vous 3 ans après cette période? Allez, on va l'appeler dite du 5 février, qui reste donc la date de départ de la mobilisation populaire. Moi, ce que je retiens déjà, c'est première caractéristique du peuple martiniquais, sa grande solidarité, puisque je rappelle que le 5 février, c'était d'abord un élan de solidarité avec la Guadeloupe, dans laquelle on a trouvé l'opportunité, bien sûr, de traduire nos revendications qui étaient très proches de celles de la Guadeloupe, même si le contexte reste quand même très différent sur certains aspects. Ensuite, deuxième enseignement, justement, le fait de pouvoir revivifier en cas de besoin les solidarités, on va dire, mécaniques, traditionnelles, celles qui sont vraiment de proximité entre les familles, entre les gens, dans les quartiers, etc. Et puis, troisième aspect aussi, qui est celle, en fait, de, on va dire, l'interventionnisme de l'État et des institutions des collectivités locales et territoriales, c'est-à-dire vraiment dans l'ajustement structurel, à chaque fois des réponses qui sont éphémères et donc qui ne peuvent pas durer dans le temps. Ceci dit, aussi la définition, on va dire, de problématiques qui demandent des réponses durables. Donc on rentre vraiment dans une autre perception et dans une autre construction, on va dire, du projet sociétal martiniquais. Alors, on a souvent dit que l'ampleur de cette grève, notamment dans notre île, aurait surpris plus d'un, même au sein des organisations syndicales. Selon vous, y avait-il des indicateurs laissant penser à un tel soulèvement, un tel réveil de cette population, une telle synergie, notamment autour de slogans et revendications aussi largement partagées? Mais je pense que oui quand même, parce que c'est vrai, en fait, quand on pratique vraiment, je veux dire, la rue, pour aller très rapidement, il y avait vraiment une grogne, mais aussi, on va dire, une certaine forme de fatalité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la fatalité était dans « Ibon comme ça ». Et là, en fait, les gens étaient vraiment empêchés, même à la débrouillardisme. Et au bout d'un moment, tout a été remis en cause. Et c'est vrai que beaucoup de, on va dire, de mes pairs, PAIR, parlaient, on va dire, généralement de perte de repères. Là, on peut se dire finalement, enfin, en ce qui me concerne, que nous avons pléthore de repères et que nous n'avons toujours pas choisi. Et même dans les revendications, je rappelle qu'il y avait une grille de plus de 150 revendications et nous n'avons même pas pu prioriser. Parce qu'à un moment donné, avec du recul, avec maturité, on peut se dire, bon, avec toute cette problématique soulevée sur le fonctionnement et le destin de la Martinique, par laquelle on va commencer, et laquelle peut-être qui crée une transversalité entre toutes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mobilisation des acteurs de terrain, des acteurs sociaux et des acteurs de l'éducation, tente vraiment à générer de la réflexion sur les problématiques prioritaires, en tout cas pour la société martiniquaise. Alors en 2009, vous parlez de cette société martiniquaise, il y a eu une forte mobilisation des jeunes. Pourquoi, selon vous, et quel est le sentiment des jeunes aujourd'hui? Qu'espèrent-ils ou qu'attendent-ils encore de cette société martiniquaise? Alors justement pour on va dire l'engagement des jeunes dans ce mouvement-là, je pense qu'il y a deux approches. Il y a déjà l'approche, on va dire, de ceux qui sont au lycée, etc., qui se disent bon il y a un mouvement dans la société, il y a un changement qui aura lieu et on veut y être. Ça, je pense qu'à cet âge-là, on est un peu révolutionnaire, on a de grands idéaux et puis surtout les mots de nos parents nous font encore rêver. Et puis il y a la deuxième partie, on va dire, c'est la génération des trentenaires qui pendant longtemps n'ont pas trouvé d'espace d'expression à leurs conditions de vie et qui ont vu là en fait un espace s'ouvrir et qui se sont dit bon nous on va dire finalement ce qu'on pense, parce que c'est souvent une génération qui a été un peu bâillonnée on va dire dans son parcours de socialisation, en demandant souvent assure socialement et puis tu verras après au niveau identitaire, au niveau culturel, et puis on se rend compte finalement qu'on a beau tenter d'assurer socialement, on n'y arrive pas et on se dit mais à quel moment on va s'exprimer nous en tant que citoyens clairement identifiés. Et puis il me semble aussi que les questions au départ étaient très abordables. Et puis, moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes à cette époque-là, puisqu'on a organisé un collectif de la Martinique à venir. Notre premier souci, déjà, était de ne pas être stigmatisé en tant que jeune, parce qu'on a souvent, de ma génération, subi le fait au bout d'un moment, jeune, c'était presque comme une injure.
Et donc il y avait aussi ce souci de reconnaissance sociale, parce que notre utilité sociale n'est pas avérée comme ça, c'est pas une chose évidente, même pour nous. Alors, dans cette mobilisation ayant paralysé le pays, il y a eu un parallèle fort avec la Guadeloupe et le LKP, son leader Elie Domota, un lionnage Martinique-Guadeloupe avec des meetings communs. Est-ce que cela a permis, selon vous, de renforcer la mobilisation, la structuration du mouvement? Et puis, quelle place accorder, selon vous, à ce fameux documentaire qui a priori jeté, si besoin était, de l'huile sur le feu? Déjà, au niveau du lionnage avec la Guadeloupe, je crois que vraiment, là, c'est la chose la plus bénéfique. L'une des choses les plus bénéfiques, on va dire, du mouvement, dans le sens où cette solidarité Guadeloupe-Martinique s'est vraiment révélée pour une fois dans son intensité et dans sa réalité, parce que nous avons beaucoup de familiers, nous avons beaucoup de déplacements. Moi-même, j'ai fait mes études là-bas. Et à cette époque-là, nous étions très très nombreux, les Martiniquais, et l'impact que l'on a pu avoir sur la société guadeloupéenne n'est pas des moindres, comme les Guadeloupéens de même qui étaient sur le campus ou qui venaient travailler ici. Donc il y a vraiment des échanges interrégions qui se sont révélés par rapport à ça. Donc c'était à la fois une solidarité, on va dire, très humaniste, mais aussi une solidarité, on va dire, d'amis à amis. On a tous des amis en Guadeloupe. Et puis, secondement, sur la question de le lionnage et puis oui. le LKP et le K5F qui ont mené meeting commun tant en Guadeloupe qu'en Martinique, est-ce que ça a permis de renforcer, si quelques-uns avaient des doutes, de garder un mouvement bien présent dans les rues, dans la solidarité? Oui, je pense parce que vraiment comme c'était parti, à un moment donné, il faut rappeler que toute la société martiniquaise était tournée vers ce qui se passait en Guadeloupe, presque en fantasmant, en se disant, mais quittons-nous qu'il peut faire un bail comme ça. Et puis finalement, ça s'est enclenché, effectivement. Et c'est vrai que nous nous sommes nourris, parce que c'est toujours intéressant de se dire, on peut rapidement dire, bon, c'est les autres qui n'ont un problème, c'est les autres qui fou là. Et là, c'était intéressant, en fait, de voir comment, par une traînée de poudre, parce qu'il y a eu la Réunion aussi, il y a eu la Guyane, où il y a eu des soubresauts, et même en France, il y a eu un début de mobilisation, on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui la diaspora. Et c'était intéressant, en fait, de se dire, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir revendiqué ça. Et puis derrière, c'est vrai que les médias ne nous permettent pas de mettre les choses en relativité, mais l'été qui a suivi, parce que là je vais parler de la France hexagonale, l'été qui a suivi, il y a eu plusieurs mouvements du même type en France, avec pratiquement la même formulation, et puis le même type de sitting, on va dire, sociétal, dans les rues, etc. Il y a un mot qui a fédéré au-delà des Antilles, de la Réunion, même au niveau de la France, c'est la profitation. La profitation, ah oui, moi je suis parti depuis plusieurs fois faire des conférences en France, etc., sur ce propos, et la profitation, je crois que c'est les gens ont trouvé là un mot à leur mot MAUX, et une fois qu'on peut formuler, vous savez, quand vous allez chez le médecin, il fait son diagnostic, une fois que vous savez que ce que vous avez, on a déjà fait pratiquement 50-60% du travail. Et ça, c'est intéressant, c'est l'état de conscience des gens qui les a déjà un peu soulagés en se disant, nous, qu'à vivons, qui raide, mais on peut le partager, on peut partager cette revendication-là. Alors aujourd'hui, beaucoup se plaignent d'une situation qui n'a pas évolué. Finalement, les baissés bas, donc tout le monde se plaint toujours d'une forme de profitation. Tout ça pour ça, disent les Martiniquais, qui n'ont donc pas vu leur pouvoir d'achat s'améliorer. Selon vous, avec le recul, est-ce que on peut parler d'un combat qui était perdu d'avance? Non, je pense pas. Je pense qu'il fallait vraiment être réaliste. Moi, je me souviens, l'action que nous avons menée pendant la grève était justement de surélever les débats au-delà de considérations proprement chiffrées, c'est-à-dire 200 € de plus, 20% de moins, etc. On n'avait pas envie d'entrer dans cette économétrie-là et vraiment revenir au fondement de l'économie, c'est-à-dire au sens de l'échange et à sa symbolique, et aussi au sens de notre placement dans la société. Et en tout cas, sur ces revendications-là, on peut voir qu'effectivement, la ménagère martiniquaise, le consommateur martiniquais réfléchit à 2 fois avant d'acheter quelque chose. On utilise presque les centres commerciaux comme des boutiques de quartier parce qu'on va par petits bouts. C'est rare les gens qui font des gros chariots comme à l'époque, etc. Donc, le chariot fini. Ah ouais, couche chariot presque fini. Ah ouais, ça a presque fini. Et ce qui est intéressant en fait dans tout ça, c'est que ce n'était que la genèse. Et je crois que
autant si le système de consommation nous amène à être dans le consommer vite, c'est-à-dire dans des choses très éphémères, que dans ces questions-là, il faut que le peuple martiniquais comprenne que il faut que ça prenne du temps, il faut que ça mûrisse, et puis au bout d'un moment, il faut on soit décidé au changement, parce que moi, ce qui m'a marqué, c'est que en lisant les revendications, en écoutant les gens, on s'en rend bien compte qu'on est arrivé au bout de quelque chose et qu'il va falloir radicalement changer. Et ça, je crois qu'il faut avoir le courage de le dire au bout d'un moment. Ça commence aussi par moi, individuellement, et puis il y aura une traînée de poudre collective, même au-delà de nos frontières. On a beaucoup parlé de la parole libérée, la parole prise par ce peuple. Revenons un instant, si vous voulez bien sûr, celui qui a été le leader de cette contestation aux Antilles, Elie Domota, du LKP. Vous avez d'ailleurs rédigé la préface de l'ouvrage Qui ne connaît pas Monsieur Domota. Oui. Aujourd'hui, qui est-il véritablement, ce Monsieur Domota? Ce Domota, je pense que en quelque part, c'est le diplomate de c'est-à-dire ce mouvement-là, c'est pratiquement une institution. Excusez-moi, et il est un peu devenu, je pense, le diplomate de cela. Et puis il est aussi pour moi l'exemple d'une attitude en termes de leadership. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Domota a voulu être considéré comme un porte-parole, et c'est un porte-parole du LKP. Et il a gardé ce rôle-là, et je crois que c'est important que chacun comprenne que nous avons une fonction, et qu'une fois qu'on a pris cette fonction-là, il faut la garder. Alors aujourd'hui, très rapidement, je vais demander une réponse très courte. On parle d'une société en plein malaise, toujours en 2012. Si je devais vous demander de choisir un mot que vous avez retenu de cette période de 2009, ce serait lequel? Amour. Merci beaucoup, Malik Duranty. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Décryptage.